en anthropologie, on s'est beaucoup intéressé finalement aux étapes charnières de la vie. Et parmi ces étapes charnières, effectivement, il y a la naissance. Les anthropologues et ethnologues ont beaucoup travaillé sur les rites de passage à l'adolescence, à l'âge adulte, le mariage. Et puis, finalement, dans ces grandes étapes de l'existence, il y a la fin de vie et la mort. Et finalement, on voit que le traitement, l'accompagnement, la, certains rites ou ritualisations autour de la mort présentent une grande diversité en fonction des cultures, en fonction des approches, en fonction des contextes, en fonction des croyances. Et je pense que c'est ça vraiment l'apport de l'anthropologie, c'est le décentrement. Ça permet aussi de poser les questions autrement, de regarder les choses autrement qu'à travers notre prisme très occidentaux-centré en fait. Moi je dirais que pour moi la grande question qui devrait être abordée dans ces débats, qui devrait être au centre des débats en fait, c'est celle de la mort. Alors, dire les choses comme ça peut sembler évident, mais à mon sens, ça l'est pas, au regard du lexique qu'on emploie finalement autour de, autour de cette question, puisque la question qui a été posée finalement dans le cadre de la Convention citoyenne, c'est le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits. En fait, poser la question comme ça, c'est déjà, je trouve, limiter le débat, circonscrire le débat à quelque chose de trop réduit, puisqu'on emploie le terme de fin de vie, et fin de vie, dans la plupart des représentations qu'on a, c'est quand même, ça renvoie à quelque chose d'assez limité. En fait, c'est les phases terminales. On pense un peu phase terminale, donc une définition assez médicale, voire médico-légale de ce que c'est que la fin de vie. Et puis on nous pose la question du cadre d'accompagnement, et là, tout de suite, ça nous amène à réfléchir un petit peu à finalement, est-ce que la loi Claes-Leonetti est bien adaptée, etc. Et c'est comme ça qu'on nous amène à penser les choses, alors que je pense que pour qu'il y ait vraiment débat, qu'on puisse vraiment débattre, il faudrait vraiment élargir ce questionnement, ne pas se limiter à la fin de vie, mais penser la fin de la vie, penser le mourir et la mort. Et je pense que là, vraiment, on pourrait avancer un petit peu plus sur la question. Si on regarde un petit peu en France ce qui s'est passé les 15 dernières années, on s'est doté finalement d'un observatoire national de la fin de vie en 2010. En 2013, on s'est doté d'un observatoire national du suicide. Et puis 2018, d'une plateforme nationale de recherche pour la fin de vie. On ne s'est jamais doté d'un observatoire national de la mort. Comme si le terme devait être contourné en fait. Alors que quand on regarde un petit peu les statistiques, on a chaque année en France à peu près 600 000 morts, plus de 600 000 morts chaque année. On en parle assez peu, il y a quelques morts qui sont extrêmement médiatisées, les morts des personnes très connues, ou alors effectivement, là il y a eu la vague de Covid, on a beaucoup parlé de la mort, on a extrêmement médiatisé la mort, on annonçait le nombre de morts chaque jour. Mais finalement, comme si c'était quelque chose d'un peu extraordinaire. Alors la Covid-19 était quelque chose d'extraordinaire au sens strict du terme, mais la mort, elle, n'est pas extraordinaire, elle est ordinaire. On a chaque année un peu plus de 600 000 morts. Donc il faut, à mon avis, questionner les choses du côté de la mort. Et donc, des questions qui sont liées à ça, c'est comment on meurt aujourd'hui. Comment on meurt, cette question, elle en soulève beaucoup d'autres, c'est-à-dire dans quel état de santé, dans quel état de souffrance, dans quel état de conscience, à quel âge on meurt le plus fréquemment, finalement. Et derrière cette question-là, c'est qui meurt le plus. Et là, on sait qu'il y a eu une transformation des âges du mourir entre le XVIIe siècle et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'alors qu'on mourait à tous les âges de la vie, au XVIIe, XVIIIe siècle, mais particulièrement au cours du bas âge, à la petite enfance, à la naissance. En 1750, on a une mortalité infantile, c'est un enfant sur 3. En 1850, c'est encore un enfant sur 6. Donc ceux qui mouraient le plus à cette époque-là, c'était surtout les enfants. Et puis on mourait à tous les âges de la vie. Aujourd'hui, on a une vraie transformation des âges du mourir, puisque la mort se concentre dans les grands âges. Au-delà de 85 ans, plus proche de 90 ans pour un pays comme la France. Donc, on a quand même, pour pouvoir parler de la fin de vie, il faut aussi parler de la mort et de comment meurent les gens. Et puis, dans ces questions-là, il y a une question qui, moi, m'intéresse plus particulièrement, même si elle représente finalement un petit pourcentage de morts, mais c'est la question du suicide, puisqu'on a chaque année en France à peu près 10 000 suicides.
Alors bien sûr, c'est peu sur les 600 000 morts, mais c'est quand même un type de mort qui interpelle. Et surtout quand on regarde justement, et moi je suis socio-anthropologue des âges et du vieillissement, quand on regarde les taux de suicide des personnes âgées, et des hommes âgés en particulier, on voit qu'ils sont jusqu'à 10 fois supérieurs à ceux des jeunes, voire à ceux tous les âges confondus. Hein. Pour les hommes de plus de 85, plus de 90 ans, on a des taux qui sont supérieurs à 120 pour 100 000, alors qu'on est à 10 pour 100 000, tout âge confondu. Donc il se passe quelque chose quand même du côté du grand âge et du côté du suicide. Et à mon avis, ça fait partie des choses dont il faut discuter. Absolument. En plus, c'est pas tout à fait c'est pas l'idée qu'on a. Cette idée du suicide, au contraire, on pense l'inverse. Enfin, en général, les gens pensent que les jeunes se suicident plus que les vieux. Quoi. Exactement. Ouais. Exactement. La question du suicide des âgés, elle est relativement invisibilisée. Donc, à mon sens, il y a deux raisons de cette invisibilisation. La première, c'est la focale qu'on porte habituellement sur le suicide des jeunes. Et il y a une logique à porter la focale sur le suicide des jeunes parce qu'en nombre, si on regarde les effectifs, le nombre de morts des jeunes par suicide, c'est un nombre quand même qui est très important, alors même que le taux de suicide est faible. Mais parmi toutes les causes de mortalité de la jeunesse, le suicide est une cause importante. Alors que du côté des personnes âgées et très âgées, finalement, les causes de mortalité sont multiples. Donc finalement, le suicide représente une petite cause de mortalité. Alors même que les taux sont très importants. Donc il y a déjà cette explication démographique, et puis je pense qu'il y a une explication qui est là plutôt d'ordre social et du regard qu'on porte sur la vie et sur les jeunes et les vieux. C'est l'idée que finalement on regarde le suicide en fonction du reste à vivre, des années restantes. Donc quand un jeune de 16 ans se suicide, on se dit qu'il avait toute la vie devant lui. Quand c'est un homme ou une femme de plus de 85, plus de 90 ans, on se dit qu'il avait bien vécu. Et donc du coup ça invisibilise un petit peu une problématique qui pourtant statistiquement soulève des grandes questions scientifiques, à mon avis. Donc finalement, pour moi, au niveau des situations concrètes finalement, qui posent question et qui mériteraient d'être peut-être débattues aujourd'hui, ça serait bien la question des personnes qui demandent à mourir. Et là, c'est quelque chose qui est compliqué parce que quand on regarde un petit peu ce qui a été dit et écrit depuis la fin des années 70, les années 80 en particulier, il y a eu beaucoup de débats. Si je caricature un petit peu les débats des années 80, finalement, on était à une époque où il fallait promouvoir les soins palliatifs. À la suite de la circulaire Laroque de 1986, finalement, les soins palliatifs se développent. Et face à ce qui existait déjà, c'est-à-dire des demandes de mort, des gens qui demandent à mourir, finalement, la réponse qui était donnée à cette époque-là, c'était soulageons la douleur physique, soulageons la douleur psychique. Une fois qu'on aura soulagé la douleur, il n'y aura plus de demande de mort. C'était un petit peu ce qu'on retrouvait à la fois dans les discours des médecins en soins palliatifs, mais aussi dans certaines publications. Et finalement, ça signifie qu'en fait, on ne demande à mourir que parce qu'on souffre. Et à mon sens, on ne répond que partiellement à la question parce que on ne pense la souffrance que du point de vue finalement médical, et on laisse de côté quelque chose sur lequel on travaille avec ma collègue Ingrid Voléry, c'est le mal-être. Le mal-être, à la suite du projet qu'on a fait sur le suicide des personnes âgées, on a lancé un projet qui s'appelle Mal-être au grand âge, où on s'intéresse justement aux expressions du mal-être, comme peut-être une explication aussi du suicide des personnes âgées, sans considérer a priori que ce mal-être a quelque chose de pathologique. Et ça, c'est une différence d'approche par rapport à d'autres disciplines où finalement le suicide, pour certaines de ces disciplines, va être réduit à finalement quelque chose qui est d'ordre psychopathologique, c'est-à-dire une maladie mentale, et puis souvent on va mettre en avant la dépression. Donc soignons la dépression et on fera disparaître le suicide d'une certaine manière. C'est un peu ça qui nous est dit dans les discours de prévention. Pour nous, je pense que l'enjeu, c'est d'essayer de mieux comprendre et mieux écouter ce mal-être sans forcément l'assimiler à quelque chose qui est psychopathologique, mais plutôt s'intéresser à un parcours de vie. Qu'est-ce qui fait que
quand on arrive à 90 ans, on choisit de se suicider, on se suicide dans les grands âges. Est-ce que ce sont des éléments précipitants qui surviennent dans le grand âge? Est-ce que c'est le fruit de tout un parcours de vie? Et encore une fois, sans considérer a priori que c'est pathologique. Dans le grand âge, il se trouve qu'il y a peu de tentatives et qu'il y a beaucoup de suicides accomplis. Donc, on se retrouve avec essentiellement des suicides accomplis. Et là, ensuite, la question, c'est comment on fait pour savoir si c'était pathologique ou si ça ne l'était pas. Donc, il existe depuis les années 60 et le développement de la suicidologie, une méthodologie qui a été beaucoup développée, notamment par les psychiatres, qu'on appelle autopsie psychologique, où là, finalement, on va essayer de déterminer a posteriori les raisons qui ont fait que la personne s'est suicidée. Donc on va essayer de reconstruire en s'appuyant sur les proches, sur le dossier médical, sur des lettres, mais c'est assez peu fréquent qu'il y en a. On va essayer de reconstruire finalement les raisons qui ont poussé la personne à cet acte-là. Et très souvent, en fait, ce qui résulte des autopsies psychologiques, c'est, on a pu noter que la personne, elle souffrait d'un trouble mental. Et donc, ça donne dans les publications 90% des suicidés, alors ce sont les publications, entre 70 et 90% des suicidés souffraient d'un trouble mental, et c'est ça qui ferait qu'ils se sont suicidés. Et en fait, cette méthodologie, pour moi, elle pose plusieurs questions, et elle a, à mon sens, plusieurs limites. C'est que la manière dont elle est conduite, déjà, on a l'impression qu'on cherche la pathologie. Donc, à force de la chercher, on finit par la trouver, y compris par la trouver en posant des questions sur la santé mentale de la personne à des proches. C'est-à-dire qu'on fait une espèce de diagnostic qui passe par l'entourage. Alors qu'on sait, quand on discute avec les gériatres et les psychiatres qui connaissent bien les personnes très âgées, que déjà, sur des personnes âgées vivantes, il est très compliqué de diagnostiquer la dépression. Donc, si c'est difficile à faire chez les vivants, on voit bien que ça sera encore plus difficile à faire post-mortem. Donc on voit les limites de cette démarche, en tout cas quand elle s'adresse aux personnes âgées et très âgées. Donc ça, c'est un premier point. Et puis nous, dans la recherche qu'on a fait avec Ingrid Voléry, on a mené des entretiens avec des professionnels et des proches qui ont été confrontés au suicide d'une personne âgée. Et on voit qu'ils ont un espèce de double discours, c'est-à-dire qu'en tout cas du côté des professionnels, ils disent oui, effectivement, il va y avoir des problèmes de santé mentale, mais quand on leur demande de parler spécifiquement de la personne qu'ils ont connue et qui s'est suicidée, là c'est comme si les maladies mentales, les troubles mentaux disparaissaient, et ils nous parlent de raison en fait. Ils disent oui, mais cette personne, elle a perdu son mari, elle souffrait beaucoup de solitude, elle ne voulait pas se voir dégradée, et donc elle a fait le choix de se suicider. Donc on n'a plus du tout le même discours que celui qu'on a dans des grandes enquêtes où finalement on recueille finalement du trouble mental. Et du côté des proches, c'est la même chose. Quand on leur pose la question, mais votre maman, votre papa qui s'est suicidé, est-ce qu'il était dépressif? Non, pas du tout. Alors certains peuvent le dire, hein, oui, il était triste, etc., ça allait pas très bien. Puis d'autres vont dire non, pas du tout. Puis ça faisait longtemps, ils nous avaient plusieurs fois parlé du fait qu'ils allaient se suicider, ils voulaient pas se voir comme ça, etc., etc. Donc c'est pas si simple de faire la part des choses entre le suicide lié à un trouble psychopathologique du suicide qu'il serait pas. Et les protocoles de recherche, finalement, ont une grande influence sur la réponse qu'on va donner à cette répartition-là, finalement. Ce qui nous a intéressé aussi dans ce projet sur le suicide des personnes âgées, c'est de voir finalement comment les proches en parlent, en fait. Et finalement, nous, on a collecté des récits de proches qui sont arrivés après le décès. Et quand on travaille avec nos collègues suisses qui travaillent eux sur le suicide assisté, eh bien, on voit qu'il y a des différences dans ces récits parce que dans la plupart des cas, dans les suicides sur lesquels nous on a travaillé, les gens n'en avaient pas discuté. Alors ça arrive, certains en avaient discuté avec leurs proches, mais de manière générale, ils n'avaient pas discuté avec leurs proches. Donc les récits qu'on collecte, c'est des récits d'explication a posteriori finalement de la part des proches. Alors que du côté du suicide assisté, on voit que les gens, pour pouvoir accéder au suicide assisté, ils ont discuté avec leur famille avant. Et du coup, la manière de lire l'acte par les familles n'est plus du tout la même. Finalement, c'est le contexte, social, qui donne la lecture du suicide aux proches, en fait. Et du coup, la manière dont les proches vont expliquer le suicide de leurs parents n'est plus du tout la même, en fait. On voit bien comment le cadre, le fait que le suicide soit assisté soit autorisé ou pas autorisé, change complètement la lecture qu'on fait de l'acte en lui-même, quoi.
qu'il y a un espèce d'impensé, c'est-à-dire que des enfants, nous on l'a vu, hein, il y a des enfants qui nous ont dit mais mon père il s'est suicidé, mais à plusieurs reprises il nous a dit qu'il allait se suicider. Et du coup, du côté des enfants, c'est quelque chose qui soit par exemple n'est pas entendable, est ignoré en fait. On dit oui, bon, tu nous l'as déjà dit 10 fois, ou alors on va essayer de lui dire mais non, c'est pas possible, etc. Alors que, évidemment, dans un autre contexte, un parent âgé qui dirait à ses enfants, en Suisse par exemple, je souhaite me suicider, ça prend une autre tournure, puisque ça devient une possibilité. Ça devient quelque chose de possible, dont on peut discuter, etc. Alors que c'est presque dans certaines familles, ça peut être le cas, mais c'est quand même assez difficile de discuter de ça avec ses enfants, du fait de vouloir se suicider, dans le contexte français en tout cas. Donc finalement, aujourd'hui, pour moi, cette question de la fin de vie, de la fin de la vie dans le grand âge, elle se pose à mon sens peut-être avec encore plus d'acuité qu'il y a 40 ou 50 ans, c'est-à-dire à l'époque, on a commencé ces discussions autour de la fin de vie, des soins palliatifs, du droit au mourir, hein, comme on le disait à la toute fin des années 70, hein, avec l'article de Michel Landa. Finalement, elle se pose avec plus d'acuité parce que justement, on a aujourd'hui, et c'est une très bonne chose, fait des progrès continus en matière de longévité. Et c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut s'en féliciter. Les gens sont de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps. En France, ça fait des années que ça dure. Hein. C'est pas vrai depuis 50 ans, mais ça fait des années que ça dure. Mais finalement, aujourd'hui, on est confronté aussi aux conséquences de cette bonne nouvelle. Et on le voit, que ça soit dans les unités de soins à longue durée, dans certains EHPAD, on voit des personnes qui sont dans des états de santé très dégradés. Hein. On utilise le terme, même s'il faudrait le discuter, de grabataire en fait. Et certains médecins qui travaillent dans ces unités de soins à longue durée, voire même dans certains EHPAD, disent en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du soin palliatif pour personnes âgées. Donc un espèce de soin palliatif qui est différent de celui qu'on va mener dans les unités de soins palliatifs, où là finalement les gens viennent justement pour une fin de vie qui dure une vingtaine de jours. Là ils disent on fait du soin palliatif qui peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an, mais on fait du soin palliatif, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en fin de vie, mais pas en fin de vie d'une maladie terminale, en fin de vie de la vieillesse. Et il faut réfléchir, il faut avoir une réflexion sur comment on accompagne aujourd'hui les fins de vie des très grands vieillards. Alors, pour une grande partie d'entre eux, finalement, ils vont mourir un petit peu comme on aimerait tous mourir, c'est-à-dire, ou en tout cas une bonne partie des gens, c'est-à-dire être pas si mal que ça et puis un jour pas se réveiller ou avoir un accident de santé et puis une mort assez brutale. Mais pour toute une partie de ces grands vieillards, finalement, on va avoir une pente douce qui va se dégrader, où finalement, on commence par ne plus pouvoir marcher, puis ensuite on ne peut plus se lever de son lit, et là, ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, et parfois ça peut durer des années. Sauf qu'il n'y a pas de pathologie derrière, ou alors il y a de la polypathologie, selon comment on regarde les choses. Mais en tout cas, on n'est pas face à des gens mourants au sens de quelqu'un qui est en phase terminale d'un cancer, quoi. C'est un autre questionnement et qui est assez peu mis sur la table, en fait. Ce qui est mis sur la table, c'est quand même la chronicité des maladies, c'est-à-dire qu'on peut vivre, on soigne effectivement, d'ailleurs même pour les cancers, hein, pour certains cancers c'est incroyable, enfin sans parler des cancers, parce que c'est vrai que c'est complètement à part, mais c'est ça, on est dans une chronicité très 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 avancée, et en fait on va mourir de sa chronicité, on va pas tellement mourir de sa maladie. Oui, c'est ça, on a effectivement ces fins de vie là qui vont s'éterniser. Alors, je crois qu'il faut être prudent quand on dit ça, parce que pour moi qui ai fait ma thèse sur le grand âge, toutes les personnes qui sont dans cette situation ne demandent pas à mourir. C'est même, je dirais, assez exceptionnel, celles qui demandent à mourir. On a la plupart des gens très âgés parlent de la mort, disant j'ai pas peur de la mort. Souvent ils disent j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur du passage, c'est-à-dire de la manière dont ça va se passer. Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va essayer de me réanimer? C'est de ça dont ils parlent. Ils parlent de la mort en général, parfois de leur mort en particulier. Mais il n'y a pas de désir de mort particulier chez ces personnes-là. Mais chez certains d'entre eux, il peut y avoir une demande de mort.
Il peut y avoir une demande de mort. Et on l'a vu, je veux dire, l'actualité en a un petit peu parlé. Il y a eu le cas de ce chercheur australien qui s'appelle David Goodall, qui a quitté l'Australie pour aller pratiquer un suicide assisté en Suisse. Et quand on relit un petit peu sa fin de vie, en fait, l'histoire de sa fin de vie, on voit qu'il avait fait une tentative de suicide, puisque le suicide assisté n'étant pas ouvert du côté de l'Australie, il avait fait une tentative de suicide qui n'avait pas abouti. Et puis il avait dit, aujourd'hui je ne souffre pas, j'ai pas de maladie particulière, je n'ai pas de souffrance particulière, mais je considère que ma qualité de vie n'est plus celle qui me sied, et je souhaite mourir, je fais une demande pour mourir. Et donc il a bénéficié du suicide assisté en Suisse. On a aussi le cas de Jean-Luc Godard. C'est un peu la même chose. Alors bien sûr, Jean-Luc Godard, ça nous surprend un peu davantage parce qu'il n'avait que 90 ans. Donc il était d'une certaine façon plus jeune. Et on connaît des personnes de 90 ans qui vont encore très bien, etc. Et là, le cas est intéressant parce que on voit que suite à son suicide assisté en Suisse, les premières déclarations de ses proches disaient non, il n'était pas malade, il était juste fatigué de vivre. Et dans les jours qu'on suivit, tout de suite, il y a eu des déclarations, des contre-déclarations, qu'on dit non, il n'était pas fatigué de vivre, il avait bien une polypathologie. Et là, quand on a sur ce type de débat-là, on voit bien, en fait, encore une fois, comment les questions dans le grand âge, elles sont posées différemment. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est très très âgé, très très usé, etc., quelle est la part des choses entre la grande vieillesse, l'ultime vieillesse, et puis la polypathologie liée à l'âge? Et on voit que finalement, ces notions-là sont assez floues, les frontières entre les deux sont pas si nettes que ça, et que pour certains, finalement, l'accès au suicide assisté en passant par l'étiquetage d'une polypathologie liée à l'âge permet d'y accéder, tandis que si on dit juste non, il veut mourir parce qu'il en a marre de vivre, là du coup ça devient suspect. On suspecte une dépression, on suspecte autre chose, et donc là il n'y aurait pas d'accès au suicide. Donc il y a quand même ces questions qui se posent, elles sont pas simples, on n'a pas aujourd'hui vraiment de quoi les trancher, mais je pense que c'est bien qu'elles soient au moins soulevées. Il y a un argument moi qui me fâche un peu quand on a ce type de débat-là, que j'ai lu plusieurs fois d'ailleurs, c'est l'agisme. On dit, l'agisme, le problème c'est que c'est devenu une notion valise où on met ce qu'on veut dedans, et du coup, très vite, on oppose l'argument de l'agisme en disant oui, mais dire que les personnes âgées, elles en ont marre de vivre, c'est de l'agisme parce que finalement, c'est une réponse matérialiste à une société dans laquelle on voit que la dépendance, ça coûte cher, que les personnes âgées coûtent cher, et que finalement, plutôt que de s'occuper d'elles, on ouvre la voie à l'euthanasie, au suicide assisté, et comme ça, finalement, on fait des économies, et puis ça arrange tout le monde. Donc ça, c'est des arguments, je pense, qu'il faut entendre, c'est-à-dire le risque de dérive, de dire, on est dans ce soleil vert, quoi, c'est-à-dire les vieux, ils servent plus à rien, ils coûtent cher, on n'a qu'à s'en débarrasser. Mais en même temps, l'argument de l'agisme, on peut le retourner complètement, c'est-à-dire dire, pourquoi, parce que la personne serait âgée, sa parole, quand elle dit « je veux mourir », ne devrait plus être entendue, simplement parce qu'elle est âgée. Et on le voit dans les discours pour les chercheurs qui ont travaillé du côté de l'euthanasie en Belgique, qui ont travaillé du côté du suicide assisté en Suisse, quand ils recueillent les discours de ces personnes âgées qui demandent à mourir, elles utilisent justement l'argument de l'agisme en disant « mais pourquoi, parce que je suis vieille, vous ne m'écoutez pas ?» Et donc elles mobilisent l'argument du fait de « je suis un citoyen comme les autres ». Donc, j'ai le droit de m'exprimer, de dire ma vie, aujourd'hui, je considère qu'elle ne vaut plus la peine d'être vécue. Et il y a eu des débats intéressants, je veux dire, aux Pays-Bas, autour de cette idée-là, qui, à mon avis, devrait être discutée. C'est finalement, et les travaux de Marie Gaille sont intéressants de ce côté-là, sur la valeur de la vie. La valeur de la vie, et que faire du discours d'une personne qui dit « pour moi, ma vie aujourd'hui, j'ai 95 ans, j'ai des problèmes de mobilité, je suis isolé, je souffre, mais j'ai eu une belle vie, et maintenant ma vie n'est plus belle, et je suis malheureuse dans cette vie. Je ne suis pas dépressive, je suis malheureuse. »
Et pourquoi on ne pourrait pas écouter ces discours-là? Je ne dis pas qu'il faut traduire ces discours-là en une ouverture au suicide assisté ou en euthanasie, c'est pas ce que je dis, mais je dis faire comme si ça n'existait pas, ça pour moi c'est de l'agisme en fait. C'est retirer la parole à des gens qui finalement ont des choses à dire et qui les concernent directement, c'est leur vie après tout. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait être mis sur la table dans ces discussions-là. Paulette Guinchard, finalement, qui a choisi de, quand même, ex-secrétaire d'État aux personnes âgées, qui fait le choix d'aller finir sa vie par un suicide assisté en Suisse, je veux dire, c'est un acte symboliquement fort. Et ne pas parler de ça suite à cet acte de Paulette Guinchard, pour moi, ça serait quand même assez... Enfin, une forme de mépris à l'égard des personnes âgées aujourd'hui en France. Pour moi, on est vraiment sur un sujet qui est difficile et je pense qu'il y a beaucoup d'écueils à éviter. Je ne pourrais pas tous les lister. Parmi ceux qu'on évoquait ensemble, il y a effectivement cette opposition un peu stérile et caricaturale qu'on a connue dans les années 80 avec d'un côté les pro-soins palliatifs et de l'autre côté les pro-euthanasie, où finalement les débats n'allaient pas très loin, à mon sens. Même s'ils étaient riches, ils étaient assez stériles au sens où chacun restait finalement sur des positions, mais parce que c'était des positions historiques et un peu institutionnelles, où d'un côté finalement il fallait promouvoir les soins palliatifs, donc promouvoir les soins palliatifs, ça apparaissait assez antinomique avec l'idée d'ouvrir la voie vers l'aide médicale à mourir. Donc aujourd'hui c'est très bien, les soins palliatifs ont progressé, je pense qu'ils vont encore continuer à progresser, on est au cinquième plan maintenant, le 5e a commencé en 2021 et je pense que c'est bien que ça continue. Mais peut-être que les débats peuvent un peu évoluer, parce qu'en fait quand on regarde les arguments des deux camps, là, en fait, sur beaucoup de choses, ils se rassemblent, en fait. C'est-à-dire qu'on va retrouver des discours autour de il faut éviter de mal mourir en France, il faut éviter la souffrance, c'est un devoir social que de s'occuper des fins de vie. Et finalement, on retrouve les mêmes arguments dans les deux camps. Et un argument qu'on retrouve très fortement dans les deux camps aussi, c'est le suicide comme parangon de la mauvaise mort. Donc, quelque part, on dit, bah voilà, si on soigne mieux les gens, qu'on accompagne mieux la mort, les gens ne se suicideront plus. Et puis de l'autre côté, on va dire, si on ouvre du côté de l'euthanasie ou du suicide assisté, bah finalement, on va accompagner ces suicides plutôt que de laisser les gens se suicider comme ça de manière brutale pour l'entourage. Et du coup, on va éviter le suicide, en fait. Donc on voit que finalement, dans les deux camps, les arguments sont un peu les mêmes, en fait, sont un peu les mêmes. Donc, derrière les mots qui sont utilisés, l'éthique, la morale, la dignité humaine, le devoir de la société envers celui qui meurt, finalement, on peut mettre plein de choses et des choses très très différentes et des perspectives très très différentes. Donc, je pense qu'il faut arriver un petit peu à dépasser un petit peu ce type de débat-là. Parce que les mots, si on n'y met pas des situations concrètes derrière, ils restent assez vides de sens, je pense. Et typiquement, dans ce choix des mots, il y a un terme que j'entends beaucoup, et que je lis aussi depuis quelques années, depuis que le débat sur le suicide assisté a été un petit peu réactivé en France. C'est le mot rupture anthropologique. Et ce mot, c'est terrible, parce que pour moi qui suis anthropologue, je ne le vois jamais utilisé par un anthropologue, en fait. Mais j'entends tout le temps parler de ouvrir la voie à l'euthanasie ou au suicide assisté, ce serait une grande rupture anthropologique. Moi, j'invite vraiment les gens qui utilisent ces termes-là dans ce contexte-là à lire l'anthropologie avant d'utiliser ce terme-là. Parce que tous les travaux des anthropologues qui sont intéressés à la mort, à la fin de vie, montrent bien qu'il y a une grande diversité de pratiques autour de la fin de vie et que certaines cultures ont eu ce que Anthony Glasscock appelle « death hastening behavior », des comportements visant à hâter la mort de certains de leurs membres. Donc l'idée que ça serait quelque chose de complètement moderne et une vraie rupture anthropologique n'a pas de sens, n'a absolument pas de sens. Moi, j'aimerais qu'on arrête d'utiliser ce terme-là parce qu'il est vraiment mal à propos. Il est mal utilisé, en fait. Il est très mal utilisé. Tout
tout à fait. Non. Moderne ou rétrograde. Hein. Dans la bouche des gens, la plupart du temps, c'est plutôt rétrograde. C'est-à-dire que c'est une rupture sacrilège. C'est ça, c'est ça. Et Or, ça m'amène justement, votre remarque, elle m'amène justement pour moi l'autre grand écueil, et qui celui-là me paraît très compliqué à éviter, c'est le fait de penser que la recherche ou la science, pour le dire de manière un peu plus large peut-être, peut apporter des réponses à des questions qui sont peut-être d'ordre philosophique, éthique, social, euh, avec l'idée que la science est neutre. Et ça, pour moi, c'est une vraie erreur, en fait, une vraie erreur de raisonnement, parce que quand on s'intéresse justement aux recherches qui sont menées sur la fin de vie, sur le suicide en particulier, puisque moi j'ai travaillé sur cette question-là, on s'aperçoit que les protocoles de recherche sont eux-mêmes, embarquent eux-mêmes beaucoup d'idéologie, en fait, beaucoup d'idéologie, et il y a de l'idéologie dans la construction du protocole de recherche, dans la manière dont les résultats sont analysés, et de la manière dont ils sont ensuite instrumentalisés par les gens qui veulent promouvoir ceci ou cela. Et donc je pense qu'il faut être très très prudent sur le fait qu'on va se référer au savoir médical ou au savoir scientifique pour avoir des réponses, parce que, à mon avis, on va avoir des réponses qui sont elles-mêmes aussi teintées parfois d'idéologie, de défense institutionnelle d'une discipline contre une autre, d'une défense d'une profession, d'une défense d'une idée. Donc je pense qu'il faut être très 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 prudent par rapport à ça. Et il s'ensuit finalement qu'il faut aussi être prudent sur ensuite les, les choix qui seront faits, notamment pour déterminer à la fois de ce qu'est une souffrance intolérable, qui le fait, comment on le fait, qu'est-ce que c'est que finalement une demande, et ça je pense que ça sera un vrai sujet qui va faire beaucoup de débats, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, une personne qui demande à mourir, qu'est-ce que ça veut dire que de la soumettre à une évaluation psychiatrique? Si la manière dont est faite l'évaluation psychiatrique conduit à dire ben oui, il y a une souffrance et cette souffrance ne peut être que psychopathologique, et donc si la souffrance psychopathologique peut être soignée, ben alors il n'y aura plus de demande à mourir, ben alors à ce moment-là, on voit bien la limite du raisonnement, quoi. Donc je pense qu'il y a des vrais points de vigilance à avoir sur ça, c'est-à-dire euh, concrètement, une fois qu'on a dit les choses, quand on a mis des mots, voilà, souffrance intolérable, demande de mort, qui évalue, comment, à partir de quels critères, et qu'est-ce que ça traduit comme rapport de pouvoir? On sait bien toutes les inégalités sociales qu'il peut y avoir face à la santé, eh bien, il y a beaucoup d'inégalités sociales aussi face à la mort. Et donc là il y a vraiment des points, à mon avis, de débat qui vont devenir cruciaux dans ces questionnements-là. Les suicides, c'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. Je veux dire, depuis que la statistique existe, et dès les premiers travaux de Durkheim, il y a presque un siècle et demi maintenant, on a vu une augmentation des taux de suicide avec l'âge. Donc, ça amène quand même à réfléchir, c'est-à-dire à penser les choses autrement, ou du moins pas seulement qu'à travers une lecture pathologique du mal-être. Il faut, je pense, réfléchir plus largement au mal-être, à ce que notre société peut produire comme mal-être, au mal-être aussi, comment ce mal-être se manifeste, par quels je dirais, symptômes, mais pas symptômes médicaux, mais symptômes sociaux. Il y avait un article intéressant qui posait la question de le mal-être a-t-il un genre? Et aussi, ça c'est intéressant parce qu'on voit bien effectivement que les taux de dépression des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes. Alors est-ce que ça veut dire qu'on médicalise davantage le mal-être des femmes et moins celui des hommes, ce qui expliquerait peut-être que les hommes se suicident plus que les femmes? Mais on pourrait poser la question, le mal-être a-t-il un âge aussi? Et qu'est-ce que ça signifie que faire une tentative de suicide dans l'âge avancé par rapport à une tentative de suicide quand on est jeune? Probablement que ça n'a pas la même signification, qu'on ne peut pas y mettre les mêmes interprétations. Donc pour moi, il y a tout un champ de recherche
à développer encore, qui est assez balbutiant finalement en matière de suicide, parce que on s'est extrêmement focalisé sur le suicide des jeunes pendant des années, sans forcément regarder les taux de suicide des personnes âgées, alors même qu'on a de plus en plus de personnes âgées aujourd'hui. Et donc là, pour moi, il y a tout un pan assez aveugle pour l'instant, même s'il y a eu des travaux, hein, mais qui reste assez aveugle finalement de la recherche. Parfois, je suis surpris dans les débats qu'il y a autour de la fin de vie qui soient justement, alors c'est pas tout le temps vrai, hein, mais qui soient souvent très franco-français, quoi. Très franco-français, comme si il n'y avait pas de recherche ailleurs, quoi. Alors que si, il y a beaucoup de recherches. Enfin, je veux dire, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés sur le suicide assisté en Suisse, sur l'euthanasie en Belgique, avec des analyses de trajectoires de fin de vie qui conduisent au suicide assisté ou à l'euthanasie. On a recueilli des discours de famille, de personnes qui étaient engagées dans cette voie-là. Donc il y a des travaux, quoi. Il y a des travaux. Alors je ne sais pas si on les ignore volontairement, si on les méconnaît, si on les connaît et que finalement on pense qu'ils ne sont pas utiles pour nous. Mais je trouve un peu dommage qu'on ne s'appuie pas davantage sur les recherches qui sont faites dans les pays où il y a des dispositifs différents du nôtre. D'autant que quand on discute parfois avec des médecins, certains vont le dire, vont dire bah oui, j'ai une personne âgée qui m'a demandé est-ce que je pouvais pas lui faire une piqûre. Je lui ai dit que bah non, déjà je le faisais pas, et puis en France c'était illégal, ça se faisait pas. Et 15 jours après, elle a traversé la frontière, elle est allée en Belgique, elle est allée en Suisse. Donc on le sait, enfin, je veux dire, on sait que ça se passe. Et on fait comme si, de l'autre côté de la frontière, on ne voulait pas savoir ce qui se passe. Au contraire, moi je pense que même si la France ne fait pas le choix de s'engager vers le suicide assisté ou vers l'euthanasie, savoir ce qui se fait de l'autre côté, c'est quand même important. C'est quand même important, puisqu'on a, même si ça reste une partie marginale, mais on a une partie de nos concitoyens qui traversent les frontières, pour le faire. Donc savoir comment ça se déroule, on sait bien que derrière il y a des grandes inégalités, que tout le monde n'a pas les moyens de le faire, mais savoir que ça existe, ça me paraît, et comment ça se passe, et qu'est-ce que les gens en disent, et qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion, parce qu'on on agite beaucoup de peur autour de ça. On a lu beaucoup de travaux qui disaient si on ouvre la voie, les pays qui vont ouvrir la voie au suicide assisté à l'euthanasie doivent s'attendre à faire face à une espèce d'épidémie de demandes de mort, avec chaque année de plus en plus de suicides, de plus en plus d'euthanasie. En fait, quand on regarde, maintenant ça fait quelques années que ces dispositifs existent, c'est pas vrai. C'est pas vrai, les chiffres n'explosent pas, il n'y a pas beaucoup plus de demandes, on a une petite réduction des suicides par contre non assistés, mais on n'a pas assez... Enfin, c'est-à-dire tous ces chiffons rouges qu'on a agités un petit peu, on s'aperçoit quand on regarde les travaux scientifiques que c'était des leurres en fait. Donc encore une fois, moi mon propos n'est pas de dire il faut aller vers ça, par contre mon propos est de dire il faut regarder ce qui se fait et ce que font les chercheurs dans ces pays-là pour réfléchir, quoi. Pour réfléchir en parlant vraiment de la mort et pas simplement de la fin de vie au sens médical du terme, et de bouger 3 virgules sur les choses qui finalement ne changeront pas réellement les pratiques à mon sens. Pourquoi, à votre avis, ça se repose? Enfin, je veux dire, c'est une histoire de rendez-vous législatif. Enfin, on a besoin. Oui, tiens, ça fait. Faudrait pas que les gens oublient. Alors on va remettre ça sur le tapis. Ou il y a une espèce de pression, une vraie demande en profondeur c'est quoi? Oui, alors c'est une bonne question de savoir pourquoi ça revient et pourquoi ça revient maintenant. J'ai plusieurs hypothèses, mais qui ne sont vraiment que des hypothèses. Il y a déjà le fait que, je pense, comment dire, les mentalités évoluent aussi. Quand on regarde les sondages sur l'euthanasie dans les années 80, je crois que c'était à peu près 2 tiers des gens qui étaient favorables à l'euthanasie. Aujourd'hui, quand on refait ces sondages, ça a encore progressé. On est à plus de 90%, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a les idées aussi qui évoluent, peut-être un recul de la religion, du poids de la religion sur les consciences. Enfin, il y a plusieurs hypothèses qu'on peut avoir dans ce sens-là. Je pense que
Ce qui a changé aussi, c'est l'accompagnement de la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de gens qui ont accompagné leurs parents âgés, très âgés, jusqu'à sa mort en fait, et qui ont vu quand même ces fins de vie qui s'éternisent et qui se disent je ne veux pas de ça pour moi. Enfin moi ça je l'ai en tout cas beaucoup entendu chez des enfants de personnes très âgées en disant ah ben la fin de vie de papa ou de maman, j'espère que je connaîtrai pas ça. Parce que c'était long, elle en avait marre, elle demandait à partir. Et donc je pense que tant que les gens n'avaient pas cette expérience finalement de ces fins de vie qui s'éternisent, bon, peut-être que c'était juste une question qui se posait pas. Quand on leur demandait leur avis, ils disaient oh bah oui, je serais plutôt pour, mais finalement sans avoir une connaissance concrète des choses. Après, peut-être aussi, il faut ajouter le fait que des associations telles que la DMD, par exemple, ou d'autres, sont peut-être ont de plus en plus de représentants, deviennent des lobbies plus forts et qui arrivent finalement aussi à pousser des idées qu'ils défendent depuis longtemps. Moi, j'avais été un peu surpris, j'avais été invité à la Société belge de gériatrie et de gérontologie, donc qui est l'homologue belge de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Et au sein de cette espèce de colloque scientifique, eh bien, l'ADMD avait un stand. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un de l'ADMD, puisqu'on était en Belgique et que l'euthanasie est autorisée, ben, l'ADMD était là au milieu de laboratoires pharmaceutiques, au milieu de médecins présentant des recherches, et ils expliquaient leur travail, enfin ils expliquaient ce qu'ils font, ils expliquaient ce qu'ils défendent, alors qu'on voit que ce n'est pas le cas en France. Donc peut-être qu'au bout d'un moment... finalement, les gens étant plus mobiles, etc., les idées aussi font leur chemin et touchent de plus en plus largement les gens. Et donc peut-être que l'idée... Et je pense aussi, un élément qu'on pourrait ajouter, c'est que peut-être dans les années 80, il y avait tellement de travail à faire du côté des soins palliatifs, il n'y avait rien, donc, ou pas grand-chose. Et donc finalement, l'enjeu c'était ça. C'était ça, les années 80, les années 90, et beaucoup de progrès ont été faits. À mon avis, on peut en faire encore, hein, il ne s'agit pas de s'arrêter. Mais peut-être qu'aujourd'hui, finalement, même du côté des médecins qui, dans les années 80 et 90, étaient pro-soins palliatifs et on va dire anti-euthanasie, je pense que même chez certains d'entre eux, la question se pose désormais, alors qu'elle ne se posait pas à l'époque où tout était à faire du côté des soins palliatifs. Là, je pense qu'aujourd'hui, ça devient, pour beaucoup de médecins, en tout cas peut-être les générations nouvelles de médecins, poser ensemble la question du soin palliatif et de l'accompagnement au mourir ne devient plus antinomique. Je pense que les idées aussi ont un petit peu infusé, évolué, on commence à voir ce qui se passe ailleurs, et donc peut-être que, entre guillemets, la société et les gens concernés par ces sujets-là sont plus différemment alimenté en termes d'idées que c'était le cas il y a quelques années. Donc peut-être c'est pour ça que ça ressort aujourd'hui.